J'ai eu la question finalement plusieurs fois où on me demandait mon avis, mais voilà, on parle de politique, on parle je crois que tu as dit tout à l'heure pour reprendre tes propos, de faire chier à court terme vis-à-vis du gouvernement. Est-ce que tu peux nous donner ta vision en fait à la fois de la politique euh, intérieure et de la politique étrangère par rapport à l'actualité vraiment proche, quoi, de ce qui s'est passé. Là, par exemple, on sort du cas du Salon de l'agriculture et de tout ce qui s'était passé avant, et évidemment des conflits qu'on a pas si loin de nous. Comment tu vois les choses d'un point de vue vraiment stratégique, parce que c'était un sujet qu'on avait vraiment abordé dans une des émissions qu'on avait faites dans Investir en temps de guerre, justement entre les différents axes, la fin de la mondialisation, les États-Unis, la Chine, le Moyen-Orient. Comment tu vois les choses, toi, en la politique interne et externe? Bah, en fait, tu vois, c'est drôle parce que on parlait aujourd'hui, on voit la concrétisation de 15 ans de développement de science-fiction qui arrive sur la table avec enfin, plein de choses, tu vois, la voiture, le casque, la blockchain et tout ça, et même la partie spatiale accessible, hein, parce qu'au final, mine de rien, ça fait partie. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que les 15 ans comment dire, de discussion et de peut-être ça va se passer comme ça, peut-être on voit les prémices de, tu vois, et qui était là depuis les 2008 quasiment, depuis la C'est fin. vrai, c'est vrai. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit là sur les 2 dernières années, bon, notamment, certes, le Covid est une étape, mais même surtout les 2 dernières années, on va dire, on voit la concrétisation de ce qu'on anticipait, mais de manière vraiment palpable. C'est-à-dire que tu vois, les BRICS, donc c'est l'équivalent de l'ONU, si tu veux, mais avec les pays un peu plus, Ouais. dire tiers-monde, mais c'est pas du tout le cas, mais Non, un pays en voie de développement fut un temps et effectivement maintenant, moyen. BRICS, quoi. Oui, oui. Et non, non, mais tiers-monde, parce que tu sais, si c'est pas les États-Unis, c'est le tiers-monde, tu vois. Et Brésil, Russie, Inde, Chine, oui. ouais, c'est ça. Et donc, et là, en fait, dernièrement, ils ont intégré, ils ont étendu en fait ce qu'ils appellent les BRICS plus, avec l'Argentine, avec il y a Il y avait les les Émirats, Émirats je arabes crois. unis, les Émirats, ouais. Il y a eu l'Égypte, il y a eu euh, l'Éthiopie, et je sais plus exactement tout. Enfin bref. Ouais, Et voilà, ils ont fait leur contre-soirée de l'autre ouais. côté, effectivement, Et pour. ce qui est impressionnant, tu vois, c'est que au niveau, alors, donc les BRICS, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que si tu fais un peu l'analogie, c'est comme quand tu es dans un groupe de potes et tu as des gens qui font une contre-soirée à côté, tu vois. C'est ça, en fait. Les gens qui étaient un peu les indésirables de la soirée, toi, tu t'écoutes plutôt du booba, du R&B ou de la chanson française, et à côté, c'est les mecs un peu qui vont dans des champs et qui écoutent un peu de la techno, tu vois. Et ce qui est assez drôle, c'est que tu vois, ils ont commencé à 3-4 dans leur coin, mais pour autant, dans ce groupe qui aime la techno, tu as quand même l'un de tes bons potes, tu sais, qui est assez strong quand même, donc, et avec qui tu t'entends bien, mais c'est son délire. Et des fois, vous vous fightez, mais c'est bonne rivalité, tout ça. Tu vois, bon, la Chine, quoi. Et, mais la Chine commence à faire son petit truc dans son coin, mais la Chine, tu vois, elle est stable sur ses appuis. C'est-à-dire que financièrement, elle est autosuffisante. Ouais, c'est ça. Bon, elle maîtrise pas très bien le marché immobilier, mais sinon, tout le reste, Ouais, on est bon. c'est encore à discuter, parce que, bon, bref, voilà. Mais tu vois, ils sont stables au niveau financier parce qu'ils prêtent aussi au niveau mondial à d'autres pays. Ils ont stabilisé leur zone au niveau de l'Asie. Ce que beaucoup ne savent pas, en fait, c'est que la Chine a fait un énorme travail avec le yuan pour que chaque pays autour, donc tous les pays autour, hein, c'est-à-dire que qui le battent, enfin toutes les monnaies autour, qui Oui. Corée du Sud, Thaïlande, Vietnam et tout ça, en fait, tu indexes sur le yuan et en fait c'est stable. C'est-à-dire que Hmm. la Chine s'engage à ce que le yuan soit garant de la valeur et en fait, il n'y ait pas de Voilà, vol. ça, ouais, ça, je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, effectivement, depuis la crise de subprime. Tu vois vraiment, avant 2008, il y avait une grosse volatilité entre les monnaies asiatiques et le yuan, et post 2008, vraiment, c'est devenu un stablecoin, quoi. Le yuan, il y a très peu de Exactement. volatilité par rapport aux autres monnaies qui sont aux alentours de la Chine et vraiment qui sont à côté, quoi. Ouais, et donc, au début, tu vois, la Chine a pu le faire parce qu'elle baquait, on va dire, la quantité de monnaie qu'elle avait par une très grosse quantité d'or. Donc, forcément, après, quand tu veux te développer, bah, si tu veux annexer d'autres pays dans ton délire, il faut plus d'or ou il faut plus de fonds, tout ce que tu veux, Euh, ou plus de garanties. Ce qui s'est passé, c'est que là, ce qui est intéressant, c'est que, donc, bon, la Russie, il y a le débat, est-ce que c'est des gentils, est-ce que c'est des méchants, est-ce que c'est des très gros méchants? Mhm. Ça, c'est un peu comme la Chine, je vous laisserai.
libre de vos propres pensées, ça c'est toujours... Bref. Mais en attendant, c'est pas pour rien qu'ils font quand même des choses très intéressantes. L'intérêt de la Chine, tu vois, ce qui est intéressant par rapport au modèle chinois, c'est toujours le côté, la Chine fait tout pour que individuellement, tu aies tout ce qu'il faut pour te développer vers l'excellence, et en contrepartie, en étant excellent, tu contribues à la société. Et alors que, donc c'est-à-dire que la Chine fait tout pour que, au niveau de la société, au niveau de l'État, en gros, on va dire, en tant que famille, tu grandisses et tu te développes pour tout le monde. Donc, tout le monde profite du développement individuel, tout le monde profite du fait que telle société aille très bien en bourse. Alors, tu prends des amendes parce que tu vas beaucoup trop bien, mais en attendant, si tu vas beaucoup trop bien, tu as, le droit de réinvestir. Tu vois, je sais plus, c'était Baidu, je crois, ou Tencent, qui aurait Mhm. payé des taxes supplémentaires ou de se prendre une amende. Ils avaient investi dans je sais plus quelle ville 5 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Bah, t'es là, tu dis, bah oui, c'est intéressant, sachant que s'ils peuvent les investir, c'est qu'ils les avaient aussi, tu vois. Donc, tu as toujours ce côté, en fait, la Chine qui joue avec le côté, on est libéral quand ça nous arrange pour développer les entreprises. Par contre, il y a un moment donné où bah, notre côté communiste, faut rendre au peuple, il réintervient. Donc, c'est nous qui rééquilibrons le Change pas savoir. les bonnes habitudes. Donc, tu as ce côté-là qui est un peu discutable, mais en attendant, qui est un peu une guerre saine, parce que bah, ta société, si elle va mal, bah, la Chine va pas te tirer dans les pattes, en fait, elle va essayer de te tirer, elle va essayer de te développer quand même, mais enfin, disons qu'elle va pas casser toutes tes conditions autour. Je te dis pas elle va te relever parce qu'elle va pas t'aider non plus, mais à côté de ça, si tu vas beaucoup trop bien, bah, elle va te demander de rendre des comptes à la société, quand même, tu vois. Là où, en contrepartie, aux États-Unis, Apple, Microsoft et tout ça, t'es tellement gros qu'en fait, t'es plus gros qu'un État. Donc, tu tombes forcément sur le côté, bah, une entreprise devient plus gros qu'un État, donc tu as plein de discussions sur, enfin, on va pas refaire cette discussion-là, mais ça te pose des grosses problématiques au niveau, au niveau réglementation, au niveau impôt, au niveau, enfin, plein de choses. Oui, Euh, oui, bien sûr. mais du coup, ce qui est intéressant avec les BRICS, et la mentalité, on va dire, des BRICS qui, je pense, on pourrait dire, vient de la Chine, c'est que la Chine comprend que le développement hyper puissant et non arrêtable, qui va être les intérêts composés, vient du fait de la stabilité. Et si tout le monde vit dans un environnement sain dont les règles sont connues et sont à peu près, on va dire, équitables, alors avec quelques corrections de temps en temps, avec un mort Oui, par-ci, quelques exceptions, effectivement, oui. Jack Ma qui va faire un petit stage dans le mairie des Ah, États-Unis. petite immersion de développement personnel. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses à redire, mais à côté de ça, si on prend juste l'image globale du groupe, on va dire, c'est juste la meilleure et le plus puissant développement vient de la stabilité et de la cohésion de groupe. Là où, en réalité, les États-Unis prônent, peu importe ce que vous faites, de toute façon, il faut que ça me profite à moi. Et si moi je vais pas bien, je ferai tout pour que vous fassiez en sorte que j'aille mieux, tu vois. Donc, ce qui se passe là, c'est que, bon, on va pas non plus reparler de la guerre en Ukraine, mais si ça avait été Joe Biden, si ça avait été, tu vois, Donald Trump au pouvoir, je sais pas s'il y aurait eu la guerre en Ukraine, tu vois. C'est Ouais, ce genre de truc-là, tu vois. Alors, je te dis pas que Donald Trump, enfin, moi j'avais rigolé, tu sais, quand j'avais entendu qu'il était pressenti, il était nominé pour le prix Nobel de la paix. Mais en attendant, ce gars-là, c'est le seul président américain qui n'a jamais c'est lancé de pas fait guerre de guerre. Hmm. et qui a tout fait, en fait, dans ces discussions pour être en position de force. Alors, avec Xi Jinping, ça a été tendu, mais en attendant, Joe Biden, lui, il est enfin, je sais plus si on en avait parlé ou pas, mais en fait, quand lui, il a été mis au pouvoir, j'avais dit autour de moi, j'avais dit de toute façon, il y aura une guerre très rapide. Parce qu'en fait, les 4 ans de Trump, le parti de la guerre avait fait disette, n'avait rien eu à se mettre sous la dent, contrairement au parti du pétrole éventuellement, mais le parti de la guerre, eux, ils avaient eu des investissements de réduits, enfin plein de choses. Et Joe Biden, lui, fait partie, tout comme Hillary Clinton, font partie du parti de la guerre. Donc en fait, on savait très bien que ils allaient jouer sur un levier ou un autre pour lancer quelque chose. C'était quasiment acté. Alors après, on peut dire c'est du complot, c'est tout ce que tu veux. Moi, je vois juste que la finalité, tu vois, elle est là, et on a un Les paquet Illuminati reptiliens. et le problème, c'est qu'on a un gars qui sait même pas ce qu'il fait, en fait. Parce que, enfin, on le savait qu'il était à peu près sénile, tout le monde le savait, pour autant, il a été élu, et bah, la finalité, elle est quand même assez... elle est bordel. Folklorique, oui. Ouais. Donc, et c'est surtout, bah, on voit une hégémonie de l'Amérique qui vacille énormément, et notamment si on revient sur la partie des BRICS, les BRICS+, là.
Euh, c'est la puissance. Donc, les pays qui ont rejoint les BRICS, donc les BRICS+, sont l'Arabie Saoudite notamment. Et je te dirais bien que, bah, avec la Chine, ça fait une production de pétrole au niveau mondial qui est énorme. Et en réalité, avec les pays qui ont rejoint les BRICS+, ils sont à plus de 51% de la production mondiale de pétrole. Ouais, Plus le fait que l'Inde et la Chine soient les plus gros possesseurs d'or. Et en fait, on se retrouve avec une puissance qu'on sous-estimait, on va dire, et qu'on n'anticipait pas, enfin qu'on anticipait pour certaines personnes, mais que beaucoup ne connaissent même pas. Les BRICS, j'ai envie de te dire, moi, si j'en parle à 10 personnes dans la rue, je pense que j'en ai au moins 9 qui ne savent pas de qui je parle. c'est Euh, pas faux. et tu te retrouves avec, en réalité, du jour au lendemain, d'un point de vue acté, la puissance des États-Unis qui se casse la gueule sans que ça n'arrive réellement. Parce que là, c'est juste, on le voit arriver. La Russie et la Chine, on sait très bien qu'ils ils sont copains-copains, mais la Chine évite d'intervenir sur les conflits des Russes, mais on sait très bien enfin voilà, il y a la nouvelle route de la soie avec leur Ouais, ouais. chemin de fer de 10 000 bornes et tout ça. Donc il y a plein de choses qui sont en cours. Et c'est pareil, là, les pays qui ont rejoint les BRICS+, si tu regardes bien, donc l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Et si tu prends Égypte, Éthiopie et tout ça, en fait, avec l'Afrique du Sud, ça te fait le long du Nil et jusqu'à l'Afrique du Sud, c'est toute la route en fait qui fait du nord-sud de l'Afrique. Oui, parce qu'on les investissent massivement en Afrique, ça c'est sûr. Et aux États-Unis, du coup, tu te retrouves avec bah, le Brésil et l'Argentine qui sont quand même les deux plus gros pays d'Amérique. Et pour le coup, on va voir ce que ça ferait avec l'Argentine qui est censée être en très grosse difficulté financière. Mais enfin, pour autant, l'ONU a échoué en fait sur énormément de pays, dans énormément de pays à travers le monde, à les redresser, à les aider financièrement. Ah bah ça on l'a vu, oui. Mhm. Et puis même, enfin, tu vois, même en 2008 avec la Grèce ou ce genre de choses-là, pour autant, c'était pas non plus des montants par rapport au monde d'aujourd'hui, tu vois, les montants étaient encore plus petits, mais actuellement, on va voir, parce que si ça se trouve, comment dire, la stratégie avec la Chine en arrière-plan, et là, comment ils font en fait pour baquer et sécuriser et demander des comptes et tout ça, fait peut-être que certains pays vont s'engager différemment pour rembourser, pour pour se structurer et tout ça. Donc, on va voir. Mais par contre, tu vois, d'un point de vue juste, tu me disais de refaire un point sur le côté géopolitique. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit juste d'un point de vue vraiment physique et plus acté que les BRICS ont quasiment pris la main aux États-Unis au niveau mondial. C'est-à-dire que là, maintenant, les pays ont un moyen de dire non aux États-Unis. Tu Ah, c'est une stratégie passive, d'autant plus, parce que les États-Unis ne savent pas vois. trop Voilà. faire, et ça savent pas trop, comme la France aussi, enfin comme l'Europe, mais ils n'arrivent pas trop à avoir trop le long terme, et c'est plus dans ouais, un conflit direct de suite maintenant, comme ils ont toujours fait pendant au moins les faciles 70 ans, pas 150 ans pour l'hégémonie américaine, et là, c'est pas du tout pareil. Mais enfin, et la Chine en tant que telle, c'est une vision, c'est presque un bon conseil finalement d'investissement. C'est-à-dire que les mecs qui stockent de l'or comme pas possible, ils investissent massivement dans les cryptos. Enfin, c'est un bon gestionnaire de portefeuille pur et dur. Et les États-Unis sont en conflit, on va dire, vraiment monétaire avec la Chine, financier avec les Russes. Plus de l'autre côté, bon, la position de Biden, ça, c'est on soutient un conditionnel avec Israël. Enfin, Bah, c'est- presque ah, c'est- armé avec les deux en plus, parce que tu as oui, d'un côté l'Ukraine avec la Russie et d'un côté Hong Kong avec la Chine. ouais, c'est sûr que ça n'a peut-être pas été pareil si ça avait été Trump. Après, il faut pas qu'il pète un plomb non plus, Trump, à un moment donné. C'est le mec qui est très, très, très calme, qui fait, et qui pète un câble totalement quand il explose. Ça peut être ça aussi, hein. Il appuie sur le bouton nucléaire, hein, c'est parti. Mais ouais, après, ouais, c'est-à-dire que là, il y a la place de la France là-dedans. Bon, on est toujours mieux lotis que les Allemands, hein, notamment sur la partie énergétique. C'est vrai, moi, j'avais fait un sujet là-dessus, sur les centrales nucléaires, sur des points sur lesquels effectivement on n'avait pas abandonné, on n'avait pas essayé d'être full photovoltaïque. Donc, Et l'Allemagne se désindustrialise aussi ouais, vers le comble de l'Europe. ouais, exactement. Est-ce que tu peux peut-être donner ton avis sur la partie, le dossier récent de Macron sur les agriculteurs? Bah, c'est toujours difficile parce que tu vois, on en revient à quel est le prix d'une réelle rémunération par rapport à un travail donné. Les agriculteurs, c'est des gens qui travaillent
enfin, je veux dire, 50, 60 heures minimum par semaine. Euh, c'est tout. Le problème de manière générale vis-à-vis des services et de la nourriture en France, c'est juste qu'on a eu dans les années post-guerre et tout ça, et puis enfin, surtout depuis les années 90-2000, des contrats et des traités qui ont été signés avec des pays, que ce soit le Canada pour les plus connus, que ce soit enfin, même le Brésil ou d'autres pays, qui font que tu Oui. peux importer et vendre aux mêmes conditions des produits qui sont traités différemment. En fait, ça, c'est la base. Ça, c'est le premier point. C'est juste que tu n'utilises pas comme matière première, on va dire, en priorité, ce que toi, tu produis sur ton propre sol. Donc, tu as déjà ce côté-là. Et le deuxième point, c'est le problème des intermédiaires. Donc, c'est toujours ce côté-là où est-ce que l'État doit mettre son nez dans la partie des intermédiaires? Moi, je pense que tu as des choses qui sont en train d'être mises en place pour remplacer Lactalis. C'est pas assez rapide. Je sais plus, j'ai plus le nom, mais notamment, il y a une marque qui fait très fortement son trou, enfin, une entreprise pour valoriser, vendre, on va dire, et redonner beaucoup plus cher aux agriculteurs. Mais c'est pas que le lait. Ils ont commencé avec le lait, mais ils sont développés sur d'autres produits, le beurre et tout ça. Euh, mais le problème de l'État, c'est ils sont hyper passifs en fait, et ils attendent que. Ce qui est marrant, c'est que d'un côté, c'est le seul cœur de métier qui peuvent pas taper, on va dire, d'un point de vue rébellion. Macron a eu tout le monde dans la rue. C'est pas plus compliqué que ça. Macron a eu tout le monde dans Ça la n'a pas eu rue. le même traitement, on va dire. Et la même année, il a même eu à la fois les soignants, à la fois les pompiers et à la fois les flics qui étaient dans la rue et qui se battaient. Enfin, les flics ont battu tout le monde. Et enfin, les flics, je me comprends, mais ça reste. Mais il y a eu quelques fois où c'était pas vraiment des vrais gendarmes ou des vrais C'est vrai de vrai. policiers, mais bon. Et, euh, et ce qui est assez drôle, enfin, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, le gouvernement ne peut pas s'attaquer aux agriculteurs. Donc en fait, euh, demain, ils sont obligés de céder à une bonne partie de ce que les agriculteurs demandent. Mais à titre personnel, si tu veux, je suis désolé, mais j'ai pas d'avis parce qu'en fait, le gouvernement est juste incompétent de base sur certains points. Et, euh, et c'est drôle parce que je discutais, c'était quand? C'était il y a 3 semaines de ça, avec quelqu'un qui était dans un poste régional et discutait souvent, était en contact très souvent avec des ministres et tout ça. Et où on a eu une discussion, alors qui n'était pas du tout houleuse, mais où moi je lui disais, enfin, on manque de compétents et tout ça, et lui il disait, bah, moi je respecte énormément le travail fait, tout ça. Je disais, je suis totalement conscient qu'il bosse des heures et des heures, tu vois. Bah, de toute façon, je vois pas comment on pourrait ne pas être d'accord, mais Oui, oui. Mais ce que je vois juste, c'est que d'un côté, on a un discours politique qui est basé sur du vent, parce que c'est juste les petits problèmes qui sont en surface et pas les problèmes de fond. Parce que tu sais très bien quand même, enfin, s'il y a des gens qui écoutent et qui sont un peu docteurs ou ostéo ou tout ce que tu veux, en réalité, c'est pas parce que tu as mal au petit doigt de pied que ton problème il vient du petit doigt de pied. Tu peux avoir un problème au niveau de la hanche, au niveau du genou, oui, c'est vrai. qui va avoir des répercussions ailleurs aussi, parce que tu peux avoir aussi mal au dos, tu peux avoir aussi mal à la tête, enfin bref. Et le problème, il vient de ta hanche qui est bloquée. Et en réalité, l'incompétence réelle de notre société et de notre gouvernement de manière générale, l'incompétence volontaire, c'est que on ne veut pas faire le diagnostic profond du mal de la société. Parce qu'en fait, on résoudrait beaucoup trop de problèmes en même temps et on ne saurait pas les impacts négatifs au niveau capitalisme, au niveau plein de trucs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui constituent des marchés. C'est comme, tu vois, sujet polémique qui est un peu moins polémique maintenant, mais le wokisme et le changement de sexe, c'est un marché aussi. Tu vois. Ah oui, bah, c'est Euh, l'ultra-capitalisme, là. Tu vois, aux États-Unis, pour changer de sexe, tu as besoin de 2 rendez-vous chez un psychologue. C'est un peu violent quand même, tu vois. Tu fais deux Ouais, rendez-vous avec un psychologue et tu peux changer de sexe. Je pense qu'il y a quand même deux, trois petits trucs à creuser avant d'avoir une opération aussi violente que ça, tu vois. Alors je dis pas ouais, que ouais, ouais, oui. Alors que là, en France, c'est compliqué pour avoir de rendez-vous, pour avoir des lunettes. Alors bon, mais tu vois, mais c'est pour te dire, c'est un peu la problématique actuellement, c'est que on se focus sur la surface plutôt que d'aller creuser en profondeur, parce que pour creuser en profondeur, il faut de la compétence. Parce que t'es pas là à dire j'ai mal ici, j'ai mal là, donc je bosse sur la zone. Non, non, j'ai mal ici, ouais, mais attends, parce que en fait, quand tu creuses bien, ça vient de là, là, ah oui, donc en fait, le problème il est là. Et en fait, quand tu prends un autre souci, ah, mais c'est bizarre, le problème il vient du même endroit, tu vois. Et si on bossait, parce que faire le diagnostic profond demande beaucoup de compétences. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en contrepartie, résoudre le problème de fond,
ne demande pas forcément plus d'énergie, plus d'argent, plus de compétences. C'est parce que souvent, enfin souvent, tu peux potentiellement dépenser beaucoup moins d'énergie pour résoudre ce problème-là. Et de manière induite, derrière, tu vas marcher, tu laisses faire le truc. Ce qui était en surface, et ben, en fait, se dilue et disparaît de lui-même. Tu n'as même pas forcément besoin de mettre de l'énergie là-dedans. Parce que en mettant de l'énergie sur le problème, le corps, ce que j'appelle le corps problème, tu Oui, résous en fait les petits trucs autour que tu voyais qui te et blablabla, blablabla. Ouais, en fait, non, si tu te concentres sur le problème, tu y passes plus de temps, potentiellement moins d'énergie, moins d'argent, mais derrière, tu as résolu enfin, quelques problèmes sans discuter avec les gens forcément, tu vois. Donc, c'est tout ce problème-là, en fait, qui est, où, tu vois, le problème des agriculteurs, pour moi, c'est à la fois un problème de cœur, enfin, de corps, mais qui se voit en surface depuis plusieurs années. Enfin, c'est quand même malheureux. Enfin, je veux dire, l'agriculteur, il vend ses poireaux, je sais pas, 50 centimes le kilo au supermarché, et toi, tu les achètes 3 euros. Bah, il y a de l'intermédiaire. il y a un petit souci, tu vois. Lactalis, c'est enfin, je veux dire, tu sais, t'as des boîtes comme ça qui sont connues depuis énormément d'années, qui font les gros titres et tout ce que tu veux. Et en attendant, il n'y a rien qui est mis en place pour. Je dis pas les faire couler, c'est pas la question. Je suis pas là contre. Enfin, le but, c'est pas de fonctionner contre une entreprise, parce qu'une entreprise, tu vois, le but d'une entreprise, c'est de savoir s'adapter en permanence au marché. Si tu n'es pas capable de t'adapter au changement de marché, c'est-à-dire que tu n'as aucune raison d'exister. Et les employés qui font partie de cette entreprise-là, ils trouveront une autre entreprise. On a toujours besoin de comptables de notre entreprise, on a toujours besoin d'ingénieurs agronomes. Oui, Voilà. Moi, l'entreprise en tant que telle, tu vois, si elle doit couler, elle coule. Bas les steaks. Enfin, clairement, enfin, tu vois, c'est comme une entreprise. justement, faut que ça soit le plus proche du réel possible et qu'il n'y ait pas d'entreprise zombie et ce genre de choses. Exactement. Et c'est ça, en fait, pour un marché. Mais là, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, comme on n'a pas. Avant, on avait de la compétence, tu vois, dans les années 60-70, on avait des gens compétents qui étaient montés au pouvoir parce qu'ils avaient l'expérience, ils avaient le recul, la capacité de décision et ils étaient écoutés, tu vois. Parce qu'on croyait C'est dans vrai. leur principe et tout ça. Là, maintenant, en fait, on est dans une génération où la politique, c'est que de l'image. Tu vois, Gabriel Attal, il est parfait. Il sort Ah d'école. bah, c'est une bonne marketing, ouais, c'est une leçon de marketing. Ouais, mais quand je te dis, lui, il est parfait, c'est tu prends l'image de Gabriel Attal. J'ai rien contre ce gars-là, je le connais pas. Il est peut-être très gentil de manière générale. Peut-être que si on fait un dîner ensemble, on rigolerait, tu vois. Peut-être. Je dis pas qu'il. Mais tu prends ce gars-là, il sort de l'ENA, directement, il est conseiller au ministère de la Santé. Alors, juste comme ça, est-ce que toi, quand tu es sorti de l'école, tu étais conseiller de ton patron pour dire, alors, on fait ci et on fait ça et le vote s'en portera mieux? Bah non, en fait. Enfin, Non, non, on a à peu près le même âge en plus, donc, mais oui. non, mais tu vois, et ça veut dire que le mec, déjà, il sort de l'école, il est déjà sur un truc. Bah, t'es là, tu dis, mais t'as fait quoi en fait? Parce que t'es censé pas être compétent, donc surtout de l'ENA. Enfin, je veux dire, tu sors de l'ENA, du coup, Ouais, c'est grave. administratif, on va dire. On t'apprend à rester dans les clous des 50 dernières années et à refaire pareil, mais différemment pour quand même pas trop évoluer. Et derrière, tu pars sur un poste de conseiller, mais c'est même pas conseiller sur un poste ministère de l'Éducation, ou je sais pas, non, non, de la santé. T'es là, tu te dis. Euh, il faut pas des compétences normalement pour être conseiller au ministère de la Santé, tu vois. Enfin, tu vois, ce genre de truc-là. Et après, derrière, il passe porte-parole et je sais plus quoi. Enfin, certes, c'est très bien pour lui, tu vois. Enfin, tant mieux, hein. Il se fait des retraites parce que, bah, tu sais, à chaque poste qu'il prend, il prend des Ah, bah, retraites. pour lui, c'est sympa, oui. C'est une image et un storytelling pour demain. Parce que, tu vois, ce qui est marrant, c'est que je pense que on va peut-être voir ça dans quelques mois, mais il est possible qu'il se présente au présidentiel, tu vois, parce que tu peux pas enfin, tu peux pas, dans l'esprit logique, tu peux pas te présenter aux élections si t'as pas été Premier ministre. Ce qui est marrant, c'est que du coup, il a été mis au poste de Premier ministre pas très longtemps avant les futures élections, tu vois. Juste assez pour peut-être gratter un peu de cote ou ce genre de truc-là, tu vois. Hmm, Peut-être que je me plante, mais ce serait drôle quand même, tu vois, il soit mis là pour juste être en mode remplacement de Macron par rapport aux milliardaires. Bah, c'est c'est le ça. nouveau jeune qui plaît bien, qui communique bien. Oui, t'as un petit Gabriel Attal, Jordan Bardella, et ça peut être pas mal, ça, à marketer, effectivement. Voilà. Donc, moi, après, si tu veux, t'as deux pôles après, pour regarder le truc. Tu regardes, toi, en tant que citoyen français, qui on met à la tête et qui on te présente, en fait, pour élire, parce que limite, tu choisis presque pas qui tu veux, qui est présenté. C'est pas le gars du coin qui va se dire, bah tiens, moi, je me présente et t'as un peu de carrure, tu passes deux, trois fois à la télé et en fait, les gens accrochent, tu vois. Non, 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 il y a des gens qui ont payé pendant plusieurs années, bah, sachant que Gabriel Attal, il est young leader aussi, hein, comme Macron et comme beaucoup de présidents nouveaux au niveau européen. Enfin, bref. Et, euh,
Et Young Leader qui veut dire officiellement à la solde des États-Unis, enfin, sans. Ah non, mais c'est officiellement sur les pages Wikipédia, hein. C'est un peu, c'est que tu es reconnu et un peu formé par les États-Unis. Enfin bref, c'est c'est un truc assez drôle quand même. Et donc du coup, tu maîtrises pas les gens qui se présentent un peu tout en haut, à part les vieux de la vieille que tu connais et qui ont déjà été refusés trois, quatre fois. Et, et du coup, donc ça, c'est toi en tant que citoyen vis-à-vis de ton propre président qui représente ton pays. Donc déjà, ça veut dire que c'est lui qui représente les valeurs de l'État, les valeurs de la France et tout ce que tu veux, mais c'est que demain, c'est lui qui est censé les discuter avec d'autres chefs d'État, tu vois. Donc, t'es là quand je vois des mecs qui avaient un peu plus de bouteilles, type, on va dire, Sarkozy, qui était, à la base, qui était avocat, donc qui était quand même, avoir un petit peu quand même de background et un peu de manière de se défendre. Le T'avais CV n'est pas le même, oui, Ouais, normalement. c'est pas le même, et normalement, tu as un minimum d'argumentaire, de manière de parler, de défense, tu vois. Ouais. Bon, il a mal fini, mais c'est un autre sujet. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Bah, c'est parce que tu es censé être un peu filou aussi quand tu es. Et donc, du coup, tu vois, lui, comment il s'est fait démolir par Poutine. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a des vidéos qui sont assez magistrales hein, sur, de leur interaction, tu vois. Ah bah, Il est Poutine, blanc. il a de la bouteille, pour le coup. Ah oui, mais derrière, nous, on en voit quand même, dans un moment où l'État, il se porte pas très très bien d'un point de vue image intérieure, alignement de tous les pôles, tu vois. Enfin, on n'est pas à la limite, on est à un milieu, un moment un peu chaotique, tu vois, au niveau de la société française, tu vois. On est loin d'être aligné avec Ah tout. bah, oui, c'est une période chaotique. Là où les États-Unis, ils ont deux pôles vraiment gauche et droite, où ils sont presque à se tirer les uns dans les autres, mais juste deux face à face. Nous, on est un peu plus chaotique que ça, tu vois. C'est pour ça qu'on, mine de rien, on tient quand même un peu la rame. Mais, et donc, du coup, c'est vrai que bah, ce qui me dérange, c'est juste que tu mets un gars là-haut et en fait, on se pose pas la question de l'image, tu vois, ou de la compétence, ou de tout ça. Donc, et on en revient toujours au même. Là, actuellement, les postes politiques, là où avant on avait de la compétence et on avait le développement de la SNCF, de EDF, de plein de choses avec des trucs hyper technologiques, tu vois, enfin, qu'on a vendus volontairement par incompétence encore, mais bref. Et où là, actuellement, bah, on n'a plus la compétence. On l'a déléguée ou on l'a laissé partir sans la changer, sans la renouveler. Et en plus, on fait appel à des cabinets de conseil qui sont pas compétents non plus, parce que Macron, lui, avant, il était dans un cabinet de conseil chez McKinsey. T'en as d'autres qui sont passés par là. Le fils de Fabius, c'est pareil. Mais ces gars-là, ils n'ont pas fait d'études scientifiques ou quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire qu'ils te conseillent basé sur, en fait, les conseils des entreprises qui veulent se faire du blé, en fait. Donc, Majoritairement américaine. Ouais. ouais, aussi, ça, c'est encore un autre débat. Mais tu vois, c'est ça qui me dérange, c'est que du coup, tout le cercle vicieux, je dis, moi, tu sais, qu'il y en ait un qui rentre là-dedans et qui est vertueux, c'est bien. Mais derrière, ça change pas tu vois, l'énergie et la direction. Tu vois, tout à l'heure, je te disais une direction un peu plus positive ou une direction un peu plus négative. Je dis pas que ces gens-là, le but, c'est qu'ils fassent tout bien. Enfin, je veux dire, tu feras jamais tout bien et tu plairas jamais à tout le monde. Et le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Mais en attendant, la direction prise par ces gens-là, avec des intérêts qui soient actés ou juste dans les discussions, j'aimerais que machin. Je dis pas que les gens sont forcément comment dire, intéressés de manière volontaire ou tout ce que tu veux, mais c'est juste que toi, par exemple, quand tu as un poste à disposition, tu penses à quelqu'un de ta famille ou un ami d'abord, tu vois. Et ce genre de direction, vis-à-vis de la société, et bah, majoritairement sur les dernières années, tu vois bien qu'elle n'est pas positive. C'est juste. Hmm. Mais pour changer la donne, eh ben, il faut changer quand même certaines règles du jeu, tu vois, de la transparence et potentiellement un peu de, comment dire, derrière, s'il se passe quelque chose de mal, si tu as fait une connerie, bah, peut-être des répercussions, tu vois, des réelles répercussions. Et peut-être des choses qui ne sont pas actées d'office, type les retraites dès que tu changes de poste, parce que quand tu passes 2 mois sur un poste, peut-être que tu n'as pas besoin de la retraite de 800 euros par mois supplémentaire, tu vois, à vie. Tu vois, ce genre de Ouais, non, choses ça, c'est un scandale. Mais potentiellement changerait les règles du jeu, tu vois, et ferait que ces gens-là soient un peu plus impliqués, se posent un peu plus de questions. Est-ce que ça va vraiment dans le bon sens? Tu vois, ce genre de choses-là. Donc, c'est pour revenir sur les agriculteurs, on est toujours sur le même problème. C'est que déjà, très peu de personnes comprennent le fonctionnement de la terre de manière générale. C'est-à-dire que par rapport aux pesticides, en réalité, tu vois, le glyphosate, il n'est pas totalement négatif. En fait, le glyphosate, c'est qu'on ne sait pas l'utiliser. Parce que, bon, en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, le glyphosate, il détruit une espèce enfin, que tu définis comme malsaine. euh, et normalement, tu es censé, enfin, pour en fait laisser à disposition sur ta terre que celle que tu veux faire pousser. Ce qui se passe, c'est que tu as même des agriculteurs qui sont, on va dire,
dans l'agriculture de demain, on va dire, la 2 ou 3.0, qui utilisent aussi un peu de glyphosate, mais pour remplacer ces espèces-là par d'autres. Parce qu'en fait, d'un point de vue nutritif de la terre, d'un point de vue pH ou d'un point de vue ouais, acido-basique et tout ça, bah, cette plante qui était là avant, elle a poussé pour une raison en fait dans ta terre. Mais le but, c'est pas non plus de la détruire totalement et de laisser un vide, parce que la nature, elle aura Oui, si tu laisses un vide, la nature, elle va recombler par quelque chose dont qu'elle a à disposition en fonction de la qualité de ta terre. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as aussi un intérêt vis-à-vis du glyphosate à court terme pour remplacer cette espèce un peu que toi, tu ne veux pas par une autre, et c'est pour ça que tu te retrouves avec des cultures en plusieurs espèces qui donnent à plusieurs périodes de l'année sur un cycle. Mais c'est pareil, ce genre de raisonnement-là, si tu veux, enfin, qu'est-ce que tu veux en discuter avec un ministre qui comprend, enfin, qui n'a pas des bases? Enfin, je veux dire, quand tu passes de l'éducation au militaire ou à la santé, ou enfin tout ce que tu veux, enfin, l'éducation, oui, ouais. ton ministre, il est même pas là pour te donner une direction, il est juste là pour dire amène à Macron pour le moment. Donc, c'est pas. Donc, on en retourne, on retrouve toujours les bases de la compétence, de l'implication de chacun et de la conséquence aussi de nos choix, tu vois. Mais Bah, même après, enfin, oui, la vraie solution, enfin, je veux dire, c'est à la fois simple, mais ultra complexe à mettre en place. Et c'est des choses que tu as déjà dit tout à l'heure. Alors, il y a à l'échelle de l'individu et de la collectivité. L'individu, c'est presque comme quand tu as parlé de la Chine tout à l'heure, ça serait de mettre l'effort en fait sur l'individu, de pas chercher la solution sur la collectivité. Et le problème, il faut qu'il soit solutionné d'en haut, puis en plus ça ruisselle progressivement vers l'individu. Non, c'est l'individu mis bout à bout qui effectivement va faire un changement qui va se répercuter sur l'ensemble de la société. Donc déjà, c'est plutôt de travailler sur l'individu plutôt que d'attendre que ça vienne du gouvernement, des politiques, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, comme tu l'as dit, bah, c'est plutôt un modèle aristocratique plutôt qu'un modèle démocratique. Et si tu mets les deux, de côté l'individu qui se reprend, et de l'autre un modèle qui serait complètement différent dans la prise de décision, c'est vrai quelque chose de plus cohérent et encore une fois plus proche de la nature, parce que plus méritante pour l'individu et plus juste pour le côté aristocratique de la chose. ouais, oublie pas le cadre aussi, du coup, par rapport au. Parce que donner beaucoup à un enfant, en fait, c'est pareil, tu tombes sur un enfant roi, alors que ce soit vis-à-vis de Ah l'éducation, oui, 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 non, mais ça, oui, oui. et donner sans cadre n'a aucun intérêt et est même presque contre-productif, parce qu'en fait, tu perds l'enfant plus que tu ne le guides. C'est pour ça que, tu vois, ce qu'on a vraiment perdu, nous, maintenant, et comme je te disais tout à l'heure, la rupture par rapport au monde d'hier, c'est la partie transmission et la partie. Comment? La partie. Mince, j'ai perdu le terme. C'est la partie. Euh, mince, j'allais dire sensei, mais c'est pas ça. C'est en gros, t'as un. euh, je vais pas retrouver le mot. Excuse-moi. Euh, Parce que dans la partie transmission, tu as un mentor en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ok. Et actuellement, en fait, on a. Alors, moi, j'ai. À titre individuel, comme je te dis, quand tu te formes beaucoup, tu trouves tes mentors sur Internet ou tu les trouves dans la vie ou tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que maintenant, comment tu définis un mentor maintenant, tu vois, dans une société qui a plus de cadre? C'est-à-dire que ton mentor, maintenant, s'il a 40 ans, il a un leadership de ouf. Parce qu'il a fait ses gammes dans une période qui était hyper chaotique. Alors, et s'il a 40 ans et que c'est ton mentor maintenant, il doit être successful quand même de manière assez impressionnante. Alors, je te dis pas s'il est millionnaire à foison, tout ce que tu veux. Je dis juste que c'est soit quelqu'un qui a une famille hyper stable, c'est soit quelqu'un qui a un métier dans lequel il est hyper épanoui. Enfin, c'est quelqu'un qui a une ligne de vie directrice et un truc qui est hyper motivant et enfin, qui t'intrigue de ouf. Parce que avant, un mentor, c'était quelqu'un en fait qui te guidait, mais subtilement, tu vois. C'est-à-dire que tu dis pas à l'enfant, fais ci, fais ça, et t'arriveras là. Un mentor, c'est quelqu'un qui te pose une question, tu sais pas d'où elle vient et tu sais pas où tu vas, et il te laisse en plan pendant quelques jours, une semaine, et il revient et il dit alors, t'as une réponse à la question. Et il t'a juste dit, fais ci ou fais ça, et toi tu testes une fois, deux fois, plusieurs fois, et à la fin, tu as fait un peu trial and error basé sur cette question ou cette information Hmm. et t'en sors une, t'en sors une réponse qui est ta réponse, basée sur tes quelques expériences à court terme, et tu en discutes avec ce mentor à nouveau, tu vois. Et le mentor, en fait, au lieu de te redonner une réponse que lui, il a, parce que lui, il a sa propre réponse également,
il te repose juste une question qui va à la fois te questionner sur ta propre expérience à court terme et va en même temps te donner des réponses à horizon une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est-à-dire que le mentor, il n'est pas là pour te dire, va dans cette case-là et tu vas réussir. Le mentor, il est là pour te dire, tu sais, un peu comme les parents. C'était assez drôle parce qu'il y a quelques semaines, je mangeais avec des collègues et tous responsables d'un truc. Et, enfin bref, c'est des personnes, tu sais, qui raisonnent au quotidien, qui managent des équipes, qui sont à la fois parents avec des enfants, et, enfin tout ça. Donc, tu discutes avec ces gens-là, donc ils ont un minimum de neurones, et t'as la logique, tu vois, A, B, C, D, et t'emmènes vers eux, tu vois. Pas comme avec certaines fois, la finalité, tu t'y attends pas. Ah, on n'a pas la même finalité. Bon, bref. Ouais. Donc, en fait, et on discute un peu de l'éducation. Et tu vois, la discussion, c'est moi, je comprends pas. Le problème, forcément, il vient des parents, parce que si les parents éduquaient correctement leurs enfants, il y aurait pas de problème, tu vois. Et t'es là, tu dis, non, mais en fait, parce qu'ils disent, moi, tu vois, j'éduque mes enfants comme ça, et les enfants, ils vont bien, tu vois, ils filent droit et tout ce que tu veux. Je dis, déjà, regarde par rapport à les zones problématiques qu'on a en France, qu'on considère comme les ghettos ou tout ce que tu veux. La problématique du monde actuel, dans les ghettos par rapport à il y a quelques années, c'est que la présence du père est inexistante. C'est-à-dire qu'une femme dans un ghetto ou dans des HLM ou tout ce que tu veux, maintenant, il y a beaucoup de familles. C'est une mère qui a eu plusieurs relations, qui a Ouais. plusieurs enfants avec différents pères, et dont aucun n'est présent. Donc, il y a des aides de l'État, il y a tout ce que tu veux. Potentiellement, il y a peut-être le dernier copain qui est toujours là. Mais en fait, ce qui manque par rapport à ces familles dans le même HLM il y a 20 ans, c'est qu'avant, tu avais les familles immigrées, le père et la mère étaient à la maison. Oui, oui, oui. Bah, la première génération en plus, oui, ça c'est sûr. Voilà. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le gamin rendait des comptes aux parents et notamment au père du bon tapeur, parce Il que se ça, faisait c'est dézinguer, ouais. la base. Et en réalité, ce qui manque maintenant, c'est juste que c'est la contrepartie que ton père te demande, normalement, dans ton évolution. Que là, actuellement, ce qui se passe, c'est que bah, la mère, déjà, elle n'a pas le temps de s'occuper de tous ses enfants. Elle bosse parce que bah, elle doit bosser, parce que sinon, il n'y a pas Ouais, d'argent. elle a peut-être même trois jobs pendant 18 heures par jour. Ouais. Hyper compliqué. Et en plus, émotionnellement, tu es à bout, tu plus d'énergie. Enfin voilà, donc tu dis au gamin, bah, en fait, fais du mieux que tu peux dans la vie et j'espère que tu réussiras, Inch'Allah, tu vois. Et, et ce qui se passe, c'est que la différence par rapport à avant, c'est juste ce pilier-là qui n'existe plus, mais qui n'est pas juste de dire, ah, la présence du père, le patriarcat. Non, 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 c'est juste la présence de juste de se dire, ce gars-là faisait en sorte que le gamin avait des comptes à rendre, tu vois. C'est-à-dire que tu avais des comptes à rendre, et en plus, le père avait des horaires, donc il bossait. Donc il partait le matin tôt, il rentrait tard, ou enfin voilà. Il Ouais. allait coucher à telle heure, il était là, il mangeait à telle heure. Alors le fait que la mère fasse à manger, c'est encore une discussion, mais au moins tu avais un cadre qui était 8h, 17h, 20h, tu allais te coucher, et en fait, tu avais le cycle qui recommençait. Rien que cette base-là, en fait, ce carré-là, cette, ce point de fixation et de référence-là n'existe plus, en fait. Donc, Oui, bah, rien que le principe d'avoir un cadre, enfin moi je le vois, je suis en plein dedans, mais le donner trop de liberté, c'est trop de choix et le cerveau de l'enfant, il n'y arrive pas. Alors, juste de mettre un cadre va faire que effectivement, là il sait que c'est les limites, là il sait qu'il peut pas faire ça, et le cerveau va se construire ainsi, mais surtout il est il est mieux ainsi, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'a pas à réfléchir et c'est pas son rôle à cet âge-là de prendre ce genre de décision. non, bah justement, le rôle de l'enfant, c'est de tester les limites de ce cadre-là. C'est-à-dire Ouais, que, en fait, à la phase du non chez les enfants, en fait, ils cherchent juste à savoir, alors, très bien, t'es mon père, t'es ma mère, mais il y a un moment donné, je te dis non, tu vois. Dans la nature, quand le petit dit non, enfin, la tigresse, elle le mord, et elle le jette, et fin de la discussion, tu vois. Tu voulais faire le beau, bah, tu vas faire une petite remise en question et puis on se revoit dans quelques minutes, tu vois. Et donc le gamin, en fait, lui, il est là pour tester les bords de ces limites-là, le bord du cadre, et de se dire, alors, est-ce que je peux étendre un peu cette limite-là de chaque côté, tu vois, si tu as 4 bords, 5 bords, tout ce que tu veux, mais en revenant toujours dans ce cadre-là, tu as enfin, ce que tu disais, c'est le côté un peu, je vais bien, je suis calme, reposé, et ça m'apaise. Même si ce cadre-là, il est potentiellement trop petit, trop grand, tout ce que tu veux, le fait d'être dedans, c'est une zone que je connais. C'est une manière de fonctionner que je connais, c'est une routine que je connais, c'est au moins du moment que je suis dans ces limites-là, ma vie va ouais. bien. Et le but de l'enfant, c'est que tout au long de son apprentissage et de son développement, c'est de tester ces limites-là. C'est-à-dire, je mets un pied dehors, j'en mets deux,
je suis safe en restant à côté, bah, peut-être que le cadre, il va légèrement s'agrandir, tu vois. C'est un peu comme le côté, comme je te disais tout à l'heure avec les parents. Avec les parents, en gros, c'est tu visualises une plante. Tu la plantes dans un pot, une graine, elle grandit chez toi parce qu'il fait bon, tu la mets à la lumière, tu l'arroses de temps en temps, tu la fais coucouner un peu, voilà. Elle grandit, tu la mets dans un autre pot. Alors, tu attends par contre que la plante ait ses racines qui soient bien collées au pot. Quand tu la sors du pot, elle a un petit peu de résistance, tu vois, parce que Ouais. tu étais bien confort quand même dans ton pot, tu vois. Et tu la mets dans un pot plus grand. Et là, par contre, tu mets du temps à tâter un peu les bords, parce que bah, tu mets un peu de temps avant de... Ça fait peur, tu vois, d'aller tâter les bords, c'est un peu plus loin, tu sais pas trop, est-ce que tu as le droit, est-ce que ça fait mal, est-ce que... Enfin, voilà. Mais en refaisant cet exercice-là plusieurs fois, tu apprends à aller toujours, à rester dans ta zone de confort, qui te permet d'aller de l'avant de manière fiable, de manière économique et tout ce que tu veux, mais tout en ayant un cadre qui s'agrandit. Et donc derrière, tu fais cet exercice-là du pot, enfin de la fleur dans son pot, et à la fin, tu mets la fleur qui a bien grandi, tu la mets dans le jardin. Et là, tu as appris les bases avec moi, qui sont jusqu'à tel niveau, montre-moi ce que tu sais faire dans un espace qui est illimité. Oui. La Et, base pour faire planter des plantes, pour faire grossir des plantes. mais on ne fait pas ça avec les enfants. Actuellement, tu vois, par exemple, avec le problème Enfin, le problème, c'est toujours des améliorations, mais on met du temps, tu vois, c'est comme je te disais, c'est jamais les personnes qui ont développé ou qui ont mis ce produit-là en avant qui vont le maîtriser totalement. C'est pas notre génération qui va maîtriser correctement les bases du wokisme, tu vois. Et actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a une génération d'enfants qui va être juste sans base concrète et plutôt que d'avoir testé tranquillement les limites de chaque côté, en fait, va avoir fait des allers-retours extrêmes qui leur a coûté énormément d'énergie pour sortir du cadre très loin et pour ne jamais savoir où était le centre du cadre, en fait. Parce que Hmm. des axes en permanence, de très très loin, et ça te stresse énormément, ça t'habitue aux hormones hyper extrêmes, donc ça tu connais, après ça devient addictif. Si tu les as plus, bah, tu te sens perdu. Ouais. Tu cherches en permanence cet extrême de vie, que ce soit les crypto-monnaies qu'on retrouve après dans le marché financier classique, ou dans plein de choses, et fait que derrière tu arrives à l'âge adulte, mais t'as pas de base en fait. Tu es juste habitué à des extrêmes sans aucune direction claire, sans savoir ce que tu veux faire, avec potentiellement un problème d'image lié aux réseaux sociaux et plein de choses. Donc, tu vois, et on retrouve le côté mentorat, en fait, qui manque là actuellement, qu'on a perdu avec les réseaux, avec ce côté il faut se recentrer sur soi-même, tout ce que tu veux. Bah oui, mais en attendant, on a plus ce mentorat parce qu'en fait, les mentors qu'on aurait dû avoir, qui sont les parents d'aujourd'hui, ne comprennent déjà pas le monde dans lequel ils sont. Donc, ils ne sont pas capables de définir pour leurs propres enfants quelles sont les limites pour que eux aillent tâter un monde que les parents ne comprennent pas encore, tu vois. Oui, qui a peut-être été aussi la première génération à être matrixée par les réseaux sociaux aussi. Oui, exactement. Donc, tu vois, en fait, c'est un peu ça le problème actuellement. Donc, on peut parler de tous les problèmes du monde comme on veut. On revient toujours sur l'éducation et sur cet ancrage, en fait, dès l'enfance. Et le problème tu vois, même si on revient sur le wokisme, je disais les États-Unis, bah, les États-Unis ont peut-être aussi le plus gros pourcentage d'enfants qui va changer de sexe, parce que je parle d'enfants, parce qu'il y a des adolescents, énormément d'adolescents qui changent de sexe, il y a des camps pour ça, il y a plein de choses. Alors c'est positif, on va dire, et c'est bénéfique pour les enfants qui sont réellement en dissociation et qui ont réellement ce Oui. problème. Mais normalement, tu n'as peut-être pas autant d'enfants concernés par cette problématique-là dans un monde, entre guillemets, avec des bornes correctes, tu vois. Bon, on devrait retrouver à peu près les mêmes statistiques partout. Il n'y a pas il Oui, y a oui. pas de pays où il y en a plus qu'ailleurs. Ouais, alors tu as des statistiques dans beaucoup de pays qui vont être cachées parce qu'il ne faut pas le montrer. Oui, de toute façon, ou fausse, oui, c'est comme beaucoup de choses, ça c'est sûr. Comme l'homosexualité, c'est pareil, il faut pas trop le montrer, ça fait pas, ça fait tâche, tu vois. Mais tu vois, c'est tout ce côté-là où on en revient juste au même, tu vois, c'est comment on éduque, comment on s'éduque, comment on éduque quelqu'un d'autre sans mettre dans comment dire, la case dont je t'ai défini un peu la sécurité, mes propres préjugés à moi, tu vois. Parce que c'est pas parce qu'une société me fait peur à moi que je suis obligé de t'ancrer, de t'induire mes propres peurs dans ton éducation, tu vois. Oui, Alors que le bébé et l'enfant est beaucoup plus sensible aux peurs qui sont induites plutôt qu'au cadre que tu veux lui mettre de manière vraiment visuelle, tu vois.
Parce que ce que on oublie quand on est adulte et qu'on grandit, c'est la sensibilité de l'enfant. Donc, plus t'es petit, plus t'es sensible. Et c'est vrai que bah, on oublie tout ce côté-là. Mais bon, c'est très, très complexe. Et ce qui est assez drôle, c'est que tu vois, quand tu fais le tour de la question, quand tu reviens sur le problème, comme je disais tout à l'heure, le corps, en fait, tu recentres et ton énergie à dépenser, ta cohérence, elle est hyper simple, en fait. Si tu te focuses sur certaines étapes de ta vie, tu pourrais, ouais, je te dirais, tu pourrais même donner un livre d'éducation aux parents, tu vois. Ça pourrait même être fait, mais derrière, si t'as pas de base nulle part, tu peux rien faire. Alors, faut repartir quelque part, mais on en revient toujours au même. Donc, après, tu vois, si on repart sur les BRICS et tout ça, ce que la Chine fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que